Voilà, donc je suis Nadia Sabri, je suis professeure universitaire à l'université Hamid de Rabat, spécialiste en histoire de l'art et l'histoire des idées et commissaire d'exposition. C'est ma passion, on va dire, depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors j'ai eu la joie et le grand plaisir d'assurer le commissariat des expositions Art et Monnaie, qui a un projet, comme il a été présenté tout à l'heure, un projet d'envergure, un projet titanesque même, au vu du corpus numismatique et au vu de l'ampleur de la collection artistique sur laquelle on a pu travailler. C'est un travail d'équipe avec des experts, avec la grande équipe du musée de Banque Maghrib, subdivisée en équipes selon les expositions. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire un voyage d'une autre façon, on va dire, qui va faire un petit peu la genèse de tout ce projet à travers la sélection ou les éléments qui ont été choisis pour en faire le cœur des 4 expositions. Alors, effectivement, c'est d'abord un projet qui a un caractère festif. C'est l'événement des 20 ans, c'est un moment fort dans l'histoire du musée et c'est un moment que toute institution, muséale ou autre, cherche à ancrer avec un moment fort. Et Art et Monnaie, j'avais compris des premières réunions avec le musée que c'était un moment extrêmement important dans l'histoire du musée parce que c'est un retour vers l'inauguration, vers les moments forts de son ouverture. C'est également un projet à caractère, je dirais, rétrospectif quelque part, parce qu'il revient vers toute l'histoire de la constitution de cette double ou triple collection. En tous les cas, j'ai eu à m'occuper de la double collection numismatique et artistique. Le choix aussi qui a été très clairement défini par la direction du musée de donner la part belle à la partie artistique. Il s'agissait de parler de la monnaie, mais vraiment dans son caractère œuvre d'art, si on veut, ou ouvrage d'art, et de créer des liens avec une collection d'art. Alors c'était un grand challenge pour un commissaire, c'est un grand challenge. Il était de taille et il était question de constituer à la fois une vision générale, les 4 expositions Art et Monnaie, et 4 autres visions curatoriales particulières à chacune des 4 expositions, en veillant à ce qu'il y ait un lien, même subtil, entre chaque exposition et l'autre, sachant que à l'aboutissement, on allait avoir un catalogue et qu'il fallait qu'un récit, en quelque sorte, traverse tout ce projet, de la première exposition jusqu'à la dernière. Un récit historique, certes, mais aussi un récit esthétique, un récit des œuvres elles-mêmes, des objets archéologiques, un récit des pièces numismatiques. Et ça, c'est quelque chose qui a été construit au fur et à mesure. Ce n'est pas une vision qui est figée dès le départ, mais c'est quelque chose qu'on fixe et qu'on fait aboutir au fur et à mesure de la découverte des collections, au fur et à mesure du travail collectif, etc. Alors, il y a un autre aspect qui est le caractère diversifié, voire même éclectique des matériaux, puisqu'on est sur 2000 ans d'histoire de la monnaie et d'histoire de l'art. On est sur des matériaux à montrer qui ont des natures très différentes, des formats très différents, des datations très différentes, des sémantiques très différentes. Et comment faire en sorte que chaque exposition soit cohérente autour d'un point de vue, sans jamais perdre sa force esthétique, et comment faire également à ce que tous ces matériaux des 4 expositions puissent se réunir dans un ouvrage sans qu'on ait le sentiment d'être devant quelque chose d'assez hétéroclite. Donc le retour sur les 2 collections est un exercice de lecture, voire de relecture des collections. C'est un point important et c'est un point fondamental à mon sens que les musées ou que les collections particulières vivent, qui est ce moment de dire, mais au-delà de l'acquisition, au-delà des coups de cœur, au-delà des investissements, il faut le dire aussi,
comment est-ce qu'on a pu, au bout de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, construire quelque chose qui forme une sémantique, ou plus que ça, qui identifie un musée par rapport à un autre et qui identifie une collection par rapport à une autre. C'est un point qui me paraissait dès le départ très important, puisque le challenge était de taille. Alors, il y a une certitude, il y a des challenges, il y a des questionnements, il y a aussi des certitudes, ou même des intuitions qui sont très fortes. Et pour moi, c'était dès le départ très clair que pour valoriser la monnaie, il fallait la montrer dans des expositions au minimum, la faire désirer quelque part. Et j'avais dans l'esprit, j'en ai visité pas mal de musées de la monnaie, un peu partout dans le monde, et j'avais toujours dans l'esprit, il y a toujours un caractère parfois, il faut le dire, à un moment donné ennuyeux, parce qu'on voit de la monnaie, des pièces, elles sont toutes magnifiques, mais elles sont ensemble, et on perd le spectateur lambda, bien sûr, pas le numismate, pas le spécialiste, on perd à un moment donné le rapport qu'on peut avoir avec une pièce qui fait quelques millimètres de diamètre, comment la voir, comment l'interpréter, comment voir son caractère artistique. Donc, faire désirer le regard sur la monnaie a été le grand challenge de 4 expositions et qui a été, à mon sens, réussi, puisqu'on a plus montré le processus de fabrication de la monnaie et par moments montré la monnaie. Donc, le spectateur était très souvent tenu en haleine entre le billet de banque ou la monnaie, la pièce de monnaie qu'il regardait, et puis derrière, tout le monde de sa fabrication et des correspondances, également historiques et esthétiques. Donc il fallait penser à des expositions à la fois grand public et public averti, puisque le musée de Banque-Monnaie a son public, qui est un public de spécialistes, mais bien évidemment, ces expositions démocratisent l'art et sont au service d'un grand public. Et il fallait tenir compte de cet élément-là dans les différentes sélections, à la fois numismatiques et artistiques. Nous avons opté pour une manière, nous avons voulu opter pour une manière inventive et créative de présenter à la fois la monnaie dans ses rapports avec l'art, avec l'œuvre artistique, avec l'archive, avec le document historique, avec l'élément ethnographique. L'idée était de mettre en avant le caractère esthétique et sensible, ne jamais le perdre, parce que une exposition qu'on vise, c'est d'abord une expérience sensible, et il ne faut pas l'oublier. Mais cette expérience esthétique et sensible, elle est assise sur des bases scientifiques solides, d'où l'implication dans l'aspect numismatique, de toute l'expertise du musée, mais aussi de l'implication d'experts numismates dans les différentes expositions, et je reviendrai dessus. Il y a un caractère aussi documentaire assez solide dans les 4 expositions, mais qui se veut très discrètement didactique. Il ne fallait pas trop non plus enseigner les choses et ennuyer le public. Et pourquoi pas intégrer un caractère ludique, émotionnel. D'où les propositions des 4 premiers visuels que je vous propose pour commencer cette présentation. Alors, en effet, ici nous avons une composition ou une combinatoire entre une pièce de la Mauritanie, là on est dans la première exposition, Monnayage du Maroc antique, effigies et symboles, et une photo d'un artiste contemporain, Hicham Berrada, serpent dans le ciel. Donc une photo de 2008 et une pièce qui date de la période entre le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 40, c'était notre démarcation historique. Qu'est-ce qui justifie de présenter dans une même exposition un prélat, une pièce de monnaie, un prélat en argent de Ishaq ibn Ali, daté du XIIe siècle, et une peinture, une œuvre de Gilal Rebaoui datée de 1955. La pièce, on reconnaît bien l'écriture calligraphique, on la discerne, on la voit, à côté d'une œuvre qui est franchement dans un esprit de rupture et qui exprime
un trop-plein émotionnel et en tous les cas on voit des traits assez dynamiques et assez en rupture. D'où le titre de l'exposition, La voix du trait. Comment peut-on lire ou comment peut-on envisager cette épreuve de billets de la période du début du XXe siècle? C'est le 100 francs, Banque d'État du Maroc, c'est le recto, entre 1928 et 1952. La question, c'est, moi quand j'ai regardé ces épreuves, j'étais avec une équipe qui le regardait comme étant un élément numismatique, alors que moi je le regardais comme une œuvre. Et ça l'est. Il y a une telle beauté dans ces billets de banque, et encore plus dans les éléments documentaires, que dès le départ, on est happé par une dimension historienne, certes, une dimension d'histoire de l'art, puisque bon, là, par la suite, on va documenter les artistes de la période coloniale et on va voir que c'était des artistes accomplis. Et puis, comment faire correspondre ces éléments du billet de banque marocain, puisque pour la 3e exposition, notre délimitation historique est entre 1910, premier billet émis le Valéa Mirzani, et la très célèbre émission des années 70 que nous avons connue dans notre enfance pour la plupart d'entre nous. Et finalement, comment trouver un équilibre, comment établir un équilibre, c'est quand même un saut dans l'histoire que de passer de la période de la Mauritanie et d'être face à des photos toutes contemporaines. Ce sont des photos qui documentent le travail artistique et le savoir-faire des métiers de Darskan. Donc on consacre une dernière exposition à l'un des emblèmes dans l'histoire du Maroc de la monnaie qui est Darskan. Donc cette gymnastique historique, il ne fallait pas la prendre à la légère et il fallait construire progressivement, comme j'ai dit, un corpus propre à chaque exposition, mais qui n'est pas suffisamment fermé pour laisser des ouvertures vers d'autres sélections et d'autres expositions. Alors l'approche curatoriale, une fois cette dimension historique et géographique prise en compte, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour quelle approche curatoriale est-ce qu'on peut opter? Alors, je vais énoncer quelques principes assez rapidement, mais je pense que dans le catalogue, vous allez revenir vers ça directement, vous allez découvrir. Alors, il y a d'abord le principe des croisements. Ça, c'était quelque chose qui était assez clair dès le départ, que ces 2000 ans d'histoire, on n'allait pas les raconter du début jusqu'à la fin dans une ligne continue, droite, qui va du plus ancien vers le plus récent. Ce n'était pas assez intéressant pour rendre compte justement d'une dynamique interne qui est présente entre les éléments. Donc, le principe par moment de la linéarité, raconter une histoire par exemple, pour le monnayage du Maroc antique, on est dans un cadre historique quand même clair, mais on va intégrer de temps en temps des éléments d'anachronisme, on a appelé ça très rapidement des éléments anachroniques, qui vont venir étonner, rompre une contextualisation d'époque pour montrer des liens, on va dire, beaucoup plus subtils. C'est un peu ce qu'on voyait ici. Hein. On est dans deux cadres historiques extrêmement éloignés, si ce n'est opposés. Alors, il y a un autre principe qui est très important, qui est l'interdisciplinarité. Alors ça, c'était dès le départ, par la force des choses, par la force des éléments. On a des pièces de monnaie, on a des objets archéologiques, on a de la documentation de la fabrication de la monnaie, on a des archives administratives, notamment de la Banque d'État du Maroc, on a des archives, l'institution, les archives du Maroc a été extrêmement
extrêmement riche et nourrissante dans notre démarche. Et je tiens à remercier énormément toute la disponibilité qu'on a pu avoir pour justement disposer des éléments des archives du Maroc. Mais je dis interdisciplinarité et non pluridisciplinarité, et c'est volontaire, dans le sens où ce n'est pas additif. Hein. Il ne s'agit pas de dire on a plusieurs champs disciplinaires, mais plutôt on fait rencontrer plusieurs champs disciplinaires, et dans ces éléments d'intersection, on expérimente et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, la méthodologie a été beaucoup plus celle de l'emprunt, de la fusion des méthodologies. Par exemple, dans l'expo du billet, elle s'intitule « Une archéologie des images » et on emprunte la méthode de travail de l'archéologie pour essayer de trouver un peu la genèse ou l'histoire de la construction des images dans le billet de banque, mais aussi dans l'art au Maroc durant le XXe siècle. Alors, la question de la lecture qu'il fallait aussi rénover parce que, à nos yeux, parce que la rencontre des outils de l'archéologie ou des outils de l'histoire de l'art ou des outils de la littérature ou de la psychanalyse, etc., ne pouvait qu'être intéressant et pertinent pour aborder ces éléments, pour les présenter par la suite scénographiquement d'une façon pertinente. La dimension historique, c'est toutes les dynamiques et les enchaînements, et parfois la linéarité et les anachronismes. La technique du fragment, du zoom, la dynamique des rapports, tout ça a été au cœur des partis pris et des choix. Alors une dernière dimension, et non des moindres, qui est la dimension poétique. C'est une dimension que j'assume pleinement parce que c'est une dimension extrêmement forte. Par moments, les rapprochements échappent à la logique et au rapport causal, chronologique, même celui d'opposition, pour être uniquement des rapports de suggestion, comme c'est le cas ici, utilisant un langage plus profond, plus touchant, qui suscite peut-être même plus de force, de tension, de légèreté, comme si on se connectait à une mémoire collective, enfouie. Et en fait, la dimension poétique traverse tout le projet dans ce sens-là. Alors, très rapidement, le choix esthétique, le choix historique, le choix des transitions, on peut le voir dans ces trois spécimens de sélection, à savoir cette pièce qui est une pièce de la période de transition entre l'exposition 1 et l'exposition 2, c'est-à-dire ce sont des pièces qui sont frappées sous les gouverneurs omeyyades de Tanger et où on voit justement une fusion entre une iconographie figurative qui était d'usage à l'époque, pendant la période de la Mauritanie. On peut percevoir ici un scorpion, mais on voit en même temps déjà la calligraphie qui s'intègre. On a Allah et on a le Mulk. Et on a d'autres éléments, en tous les cas, la lecture qui est intéressante à mes yeux, c'est pour ça que je parlais de croisement, c'est de faire le focus sur ces moments-là où on passe d'une époque à une autre, d'un style à un autre, on passe d'une compréhension et d'une perception des choses à une autre. Le billet de 100 francs, je le montre ici pour sa valeur purement esthétique, la Damasène reviendra sur la dimension historique, et aussi la dimension historique qu'on voit dans ce billet de 500 francs, non et demi, je pense, et qui sera par la suite le 5 dirhams 1965, si ma mémoire est bonne. Et on voit que le billet, il accompagne bien évidemment une période historique importante. C'est le post-indépendance, c'est le Maroc moderne, le Maroc des grands chantiers, le Maroc qui porte un regard sur lui-même et qui présente dans l'iconographie du billet une identité très affine. Alors la première exposition, effigie et symbole, un thème a été dès le départ pensé et discuté, qui était autour, mais il y a énormément d'iconographie dans les monnayages du Maroc antique, mais qu'est-ce qu'on peut montrer dans ces pièces? Je le pensais parfois avec beaucoup d'humour. On était dans quelque chose comme 200 pièces, je pense, pour la sélection du Maroc antique, et je pensais toujours, vu la dimension des pièces, qu'on pouvait mettre toute la sélection dans les deux poches d'une veste, tellement
les pièces étaient petites, mais elles étaient très puissantes dans les rapports qu'on va par la suite mettre en place. Alors ici, on a deux pièces, l'une de la ville de Salah et l'autre de Lixus, qui montrent les effigies ou l'art du portrait, si vous voulez, qu'on avait dans l'iconographie de la pièce de Monet, que ce soit le portrait royal ou le portrait divin des divinités. Alors bien évidemment, un travail scientifique extrêmement important a été à l'origine de cette sélection, puisque pour cette exposition, on a eu le privilège de travailler avec M. Abdelaziz Kriari, donc le numismate spécialiste de cette période, et avec lequel j'ai pu faire en tous les cas un certain nombre de découvertes à travers les repérages dans les différents sites, à Lixus, à Chella ou dans les musées à Tanger, à Pétron, etc. L'iconographie, elle est aussi symbolique. Ici, les deux épis de blé qu'on retrouve dans un certain nombre de pièces de monnaie, de la ville de Tigny particulièrement. Et aussi des croisements. Alors, je parlais tout à l'heure des croisements. Il y avait une sélection de correspondances entre des pièces purement des deniers du bas, par exemple, pour le bestiaire ici, l'éléphant qui est très présent, et la pièce à côté qui est une pièce romaine, où on retrouve le même symbolique de l'éléphant, et en bas, un objet archéologique qui a été exposé pour la première fois, si mes souvenirs sont bons, pour la première fois au Maroc, exposé à Tanger dans le cadre de cette exposition, qui est cette sculpture qui ornait un bas-relief. Alors le côté archivistique qui est très important, et lors des repérages, les pochettes où on sauvegarde les pièces, que j'ai pu découvrir justement avec l'équipe et avec notre expert lors des repérages, notamment au musée d'histoire des civilisations et au site archéologique de Chagall, il y avait encore des pochettes authentiques qui datent des premières fouilles, comme vous pouvez le lire, par exemple ici, fouilles avant 1923. Et c'est un élément tellement important quand je l'ai vu, que je me disais, mais c'est en soi-même un élément de musée, ces pochettes, qui racontent quelque part, parce que chaque pochette, elle porte une description de la pièce, de l'avers, du revers, et puis quand un autre archéologue travaille sur la même pièce, il ajoute des éléments nouveaux. Et c'est des éléments qu'on peut comparer facilement à des palimpsestes. Il y a des niveaux de lecture qui sont tellement étonnants, et d'où le choix de les présenter dans l'exposition dans une vitrine à part entière. Alors maintenant, justement, cet aspect poétique, mais pas que, c'est le rapport entre la sélection artistique et les objets d'archéologie. Ici, bien sûr, on a la peinture de Sabine Schfej, ce portrait de 2006 avec un brûle-parfum en terre cuite sous forme de tête féminine, une divinité certainement. Le rapprochement historique est très étonnant, mais le rapprochement esthétique, il est quand même assez évident, assez présent, d'autant plus qu'on retrouve dans la peinture de Schfej beaucoup d'affinité avec la peinture crétoise. Et quand on lit et quand on étudie la biographie de Schfej, il a étudié l'histoire de l'art, il a eu une formation d'archéologie et il était fasciné, on le voit dans le visage de ce personnage, qu'il a des traits antiquisants assez clairs. Toute la symbolique qu'on retrouve aussi dans ce dessin de Saïda Afifi, représentant l'aigle, ou aussi ce tombeau de Qassimi intitulé Les Atlassides, pour montrer aussi cet imaginaire très rempli par ce peintre d'une mythologie, l'emprunt aux Atlantides, alors qu'ici c'est les Atlassides. Qassimi invente une mythologie d'une civilisation antique qui se serait enfuie aux Atlassides. Voilà, alors la voie du trait, Serhamad est avec nous pour inviter une autre aventure, une autre découverte.
Et moi, j'étais très, très heureuse quand j'ai rencontré Sekhremad la première fois, parce que je fais partie de cette génération qui a grandi en regardant à la télé le nom de Carmen sur tous les génériques. Et donc, je me disais, mais c'est une si belle chose de le rencontrer. Mais j'ai découvert surtout sa grande expérience avec la Banque du Maroc, avec Dalska notamment, puisqu'il a réalisé des calligraphies pour des billets de banque et pour des pièces de monnaie aussi, tout un dispositif calligraphique qu'il a réalisé pour Dalska pour des usages assez différents. Et donc, notre maître, Sekhremad, nous a accompagnés avec l'équipe durant des mois à nous réunir dans la salle et à lire chaque pièce et à voir un peu l'évolution du style. Pour la voix du trait, la voix est avec eux. Le clin d'œil, il est à la fois spirituel, mais en même temps formel et esthétique. Et le challenge était grand par contre, parce qu'il fallait un peu penser à un parallélisme entre l'évolution de l'écriture arabe, bien évidemment, avec l'avènement de l'islam, mais la sélection, elle débute déjà avec un aspect genèse, avec des pièces abbassides et même avec des pièces sassanides, pour essayer de comprendre un petit peu cette composition des pièces qui a été perpétuée. Et une sélection d'objets, de bijoux, comme on peut le voir ici, avec cette figure qui porte un liel, c'est ça. Voilà. Et une pratique entre le 19e et le 20e siècle de la société marocaine, notamment dans certaines régions du Maroc, de thésauriser à travers le bijou. Et on a tous vu ces parures pectorales remplies de pièces de monnaie, et donc on thésaurisait pour les jours maigres, et on enlevait quand on avait besoin d'argent, on enlevait une pièce ou deux, on les vendait. Et cet aspect-là extrêmement fort de la monnaie, qui sort de son usage premier, mais qui devient aussi un ornement que les femmes portaient, et qui devient aujourd'hui un objet de musée. Alors on a à côté aussi, par rapport à Soqirat d'argent, une pièce qui m'a fascinée dès le départ, parce que c'est une pièce qui a été frappée à Cordoue, à un moment donné où les pièces almoravides étaient un modèle dans une géographie très importante. Mais tout de suite, mon regard s'est porté sur cette partie supérieure de la pièce, parce qu'on reconnaît assez subtilement une rosace. On est au XIIe siècle et l'élément avec alors là, la reproduction de Sekhremad de cette pièce, puisque les reproductions étaient présentées dans l'exposition. Et justement, cette partie supérieure, j'y pensais moi tout de suite à une forme du gothique flamboyant, qui est le même style qui existait à ce moment-là en Espagne. Et cette fusion des styles entre une calligraphie arabe, entre des motifs qui étaient présents dans l'architecture à l'époque, qui étaient présents dans la monnaie, qui étaient présents dans le textile, qui étaient partout présents, était un élément extrêmement important à Cordoba. On peut le voir aussi ici. Alors, bien évidemment, la linéarité, elle était nécessaire, parce qu'il fallait aussi respecter une certaine logique historique, et donc on a respecté la linéarité des dynastiques, on va dire, des Abbassides jusqu'à la dynastie Alawide, en regardant justement, c'était ça le propre du travail collaboratif avec Sekhremad, c'est de voir comment on partait de cette écriture koufite vers quelque chose de plus souple, de plus naturaliste avec le toulout, pour arriver au trait maghrébi, le khat maghrébi, qui va être la spécificité du Maghreb. Et une partie aussi
de l'Andalousie. C'était vraiment assez élargi. Donc je passe assez rapidement puisque Serhamad reviendra sur ça. Alors les associations, certaines sont très belles, sont très séduisantes et comme le Cheikhaoui ici, le chant de l'Atlas et ce manuscrit sur peau de gazelle daté du XIIIe siècle. Et bien sûr le Cheikhaoui, beaucoup de critiques d'art ont vu dans ses formes cursives une certaine inspiration d'écriture. Il a étudié la calligraphie Cheikhaoui dans sa tendre enfance. Il a grandi dans un environnement familial très soufi. Hein. Donc il a porté ça, et d'ailleurs par la suite, même après sa formation en Europe et tout ça, il reviendra vers le motif vernaculaire, vers la calligraphie pour identifier la peinture marocaine. Donc deux des reproductions de ces plumades à travers le dinar al-wahad, dans la spécificité étant le carré dans le cercle et le Yal-Aziz, exactement. Voilà, bon, comme l'exposition, elle est quand même là également pour de temps en temps mettre des notes acidulées et ramener vers la contemporanité pour ne pas rester seulement dans l'histoire. Il y a des œuvres d'art de la collection du musée qui intègrent l'écriture d'une façon différente. Et on connaît l'histoire après l'indépendance. La calligraphie va être lue, utilisée, appropriée par les artistes de différentes façons. Bien évidemment, il y a l'école al-Hurufiyya, où on va avoir, pas seulement au Maroc, mais dans beaucoup de pays arabes fraîchement décolonisés, une forme de revendication identitaire, d'expression de soi à travers l'art. Mais on va avoir aussi un usage assez moderniste de la calligraphie comme un espace plastique. Et donc on va avoir des lettres ensemble qui ne forment pas des mots ou une sémantique, mais qui sont là comme un espace plastique. Alors ici, bien sûr, l'œuvre de Lalla Saadi, la photographe, et cette expression qu'elle a de dire elle-même, qu'à travers son œuvre, elle raconte le vécu d'être d'une femme marocaine, mais on retrouve sa particularité d'introduire une écriture qui forme un sens ou pas, mais en tous les cas, une écriture qui foisonne sur le corps féminin. À côté, nous avons les mots magiques de Malika Aznaï. Bien évidemment, les artistes femmes de la collection de Banque avaient une place de choix parce que c'est très important également que les sémantiques et que les histoires racontent et montrent ces artistes-là, comme Malika Aznaï, qui a joué un rôle aussi très important dans la période à laquelle elle a participé avec un certain nombre d'artistes à toute une vision nouvelle de la pratique artistique. Alors on termine cette exposition sur la calligraphie par la première émission justement de biais marocain, le Valet al-Brzani, c'est le verso, puisque pendant la période coloniale, le Régulo c'était écrit en français et le verso en arabe, et on a ici le verso calligraphié d'une écriture assez baroque, il faut le dire. Dans tous les cas, elle n'est pas très lisible, elle est très esthétique, elle est assez intéressante. Et je pense que les artistes, puisque là on est dans la fabrication des billets par des artistes européens, et je pense que ces artistes-là regardaient la calligraphie d'une certaine façon assez formelle et assez formelle. Alors, une archéologie des images, le billet de banque marocain au prisme de l'histoire et de l'art, c'est l'exposition qui a l'envergure la plus importante, c'est 800 mètres carrés par rapport à presque 300 mètres carrés pour l'exposition de Marrakech et 200 et quelques à Tanger. Donc c'est vraiment une superficie très importante au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, donc une visibilité très importante, en tous les cas pour le public bâti, avec l'exposition des Bastas et les deux expositions qui ont été le plus accessibles. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, à mes yeux, les billets de banque que je découvrais avec l'équipe à l'époque
je les regardais comme des œuvres artistiques. Il y a une telle finesse, un tel rendu, une telle transparence dans ces billets que dès le départ, on est un peu fasciné par ces iconographies. Alors une fois la fascination passée, on se ressaisit et on se dit mais quel est le registre iconographique qui est exprimé dans le billet de banque de la période coloniale, et c'est dans ce sens qu'on va élaborer une véritable archéologie pour un peu trouver quels sont les thèmes de prédilection, quelles sont les modalités de représentation qui étaient présentées dans ces billets. Alors, je l'illustre ici par ces deux billets. Une image qui représente le jardin des Oudaya, qui représente un peu les villes impériales, et une image qui représente la Casbah. Et donc c'est une iconographie qui va être un peu binaire entre le Maroc des grands palais, le Maroc de la tradition artistique arabo-mauresque, et le Maroc qu'on découvre dans ces Casbahs, le Maroc vernaculaire qu'on découvre à travers les tapis, à travers les bijoux, à travers la céramique. Et la collection artistique, là, elle match très bien, c'est l'exposition, on est en phase entre la production numismatique et la production artistique. Ici, ces peintures de marqués représentant une vue sur les Oudaya, et Majorelle, bien évidemment, le peintre des Casbahs. Il y a une véritable fascination des artistes voyageurs, des artistes coloniaux, de ces deux facettes qu'ils vont perpétuer dans la peinture, mais aussi dans le timbre-poste, dans la carte postale, dans la fiche publicitaire de cette époque-là. On va retrouver pratiquement la même iconographie. Alors, la méthodologie, un peu, donc quand on a découvert avec ces éléments-là, qui sont les documents de réaction, moi, je peux dire que c'était mon grand coup de cœur. Donc, c'était absolument magnifique, et encore à l'image, ça ne rend pas compte de la finesse de ces éléments-là. C'est aussi une période de l'histoire du billet de banque, même en France, même en Europe, où c'est les artistes qui réalisaient les billets avec des procédés artistiques, la peinture, l'esquisse, la maquette, la gravure, la taille douce, etc. Et c'était un travail manuel qui était absolument formidable, mais qui a été dépassé par la suite pour des raisons sécuritaires, pour des raisons technologiques. On a fait de plus en plus appel à des procédés digitaux. Ici, on a par exemple les feuilles de billets telles que disposées dans l'espace de l'exposition. En bas, les épreuves je crois 5 000 francs type 1937, c'est le billet réalisé par André Maillard, 37, c'est ça. Et là, on a des matrices, des modules galvaniques, ou des matrices qui sont aussi de véritables bijoux ciselés, qui étaient le travail de tous ces graveurs. Alors, on a rencontré justement une documentation des archives administratives de la Banque d'État du Maroc, des correspondances absolument intéressantes pour les numismates, pour les historiens et pour les historiens de l'art, parce que ce sont des correspondances entre la Banque d'État du Maroc et la Banque de France qui font des allers-retours au sujet des illustrations. Quel est l'artiste qui va faire cette peinture, pourquoi ce choix, etc. Il faut rajouter des couleurs, il faut faire tel... Et on a justement montré parmi les documents d'archives toutes ces feuilles avec les annotations des artistes, avec le cachet des ateliers de graveurs comme Gaspé ou Maillard, etc. Et à côté, on a des photographies. On en a quelques spécimens qu'on a montrés dans l'exposition, avec une fiche qui énumère des clichés photographiques, jusqu'à 10 000, 11 000 clichés photographiques. Des photographes sillonnaient le Maroc, prenaient en photo des espaces, parfois avec la population, parfois sans population, et les envoyaient justement à la Banque de France, aux artistes qui ne connaissaient pas le Maroc pour la plupart d'entre eux, pour justement s'en inspirer et faire leurs œuvres. Alors, un travail documentaire des artistes du billet de banque a été élaboré en parallèle,
comme on peut le voir ici par exemple, le peintre Charles Wallin, qui a réalisé, et justement parce que comment on repérait ces artistes, mais parce que les billets, ils portent en bas la signature, comme vous pouvez le voir ici, du peintre et du graveur. Et c'est à partir de ces noms-là qu'on a fait une investigation très passionnante pour trouver ces artistes. Et on découvre que les billets de banque du Maroc étaient confiés à de très grands artistes de la Banque de France. Ce n'étaient pas des artistes mineurs, comme ici Wallin, peintre, qui a réalisé des billets de banque pour la Banque de France, comme on peut le voir ici, le 5 francs, et le 5 francs, type 1922, pour la Banque d'État du Maroc. Et en les comparant, on a présenté des fiches documentaires de ces artistes du billet. On peut voir aussi qu'il y a le style de l'artiste lui-même également. C'est indéniable. Ou aussi ici, le graveur Robert Armenelli, qui a réalisé des billets que certains d'entre vous reconnaîtront, en tous les cas le 500 francs type Pascal, moi je l'ai connu, ou plus loin le 500 francs Hugo, type Hugo, Bonaparte le 100 francs, le 500 francs Chateaubriand. Donc des billets de banque très importants de la Banque de France et qui réalisent justement des billets pour la Banque d'État du Maroc, comme on peut le voir dans cette colonne, des billets qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors les archives viennent rencontrer justement cette grande aventure et j'avais pour ma part travaillé quelques années, 2 ans avant sur le fonds Prosperitar, donc ce qui reste des archives écrites, dactylographiées, des archives manuscrites, dactylographiées et graphiques du fameux service des arts indigènes et qui a été confié aux archives du Maroc. Donc on a fait un repérage, un travail sur les éléments et on a découvert des choses absolument incroyables qui correspondent en même temps historiquement et esthétiquement à la façon de faire les billets de banque et à la réalisation des œuvres d'art de cette époque-là. Ici on a tous les dossiers dactylographiés, des lettres dactylographiées, des dessins et des éléments graphiques qui a accompagné le projet de la constitution du pavillon du Maroc à l'exposition coloniale de 1922. D'accord ? On a également d'autres archives qui sont les expéditions des artistes du service des arts indigènes qui reproduisent les tatouages de certaines tribus, etc. Et tout un lexique iconographique également, ornemental, qui ne va pas manquer de fasciner par la suite, on le verra, les artistes de l'après-indépendance. Et on a ici justement, dans cette diapo, cette peinture de Khumeli avec cette structures, avec toutes ces images pittoresques de la période coloniale. Et le second dira, encore une fois, un billet avec un aspect extrêmement moderne et d'époque. Alors, cette rencontre entre les styles, c'est ce que j'illustre ici, entre cette œuvre de Chakraoui, de Fatima Hassan Ferrouj, et ces planches qu'on regarde à côté, qui sont des planches de dessin, des motifs, des tapis, qui figurent dans le fonds Prosperitar, qu'on a mis scénographiquement avec cet élément, avec cette œuvre graphique de Chakraoui. Et on va voir, vous l'avez dans le catalogue, ces éléments-là, quand on les met côte à côte, ils parlent, ils grènent des sémantiques nouvelles et surtout nous montrent comment est-ce que des champs disciplinaires très éloignés se sont rencontrés à un moment donné sans pour autant être présents dans des espaces communs. Alors je parlais tout à l'heure des émissions des 1970, l'émission de mon enfance en tous les cas, avec ces formes très courbées, des formes aléatoires. On quitte le pittoresque, on quitte les ornements et on est dans quelque chose qui se veut assez moderne. On quitte aussi la Banque de France pour les émissions de Thomas de la Rue, donc à Londres. Et dans un croisement aussi avec la sélection artistique, on a des choses qui se parlent parfaitement avec les œuvres de Milehi, de Shpara, de cette époque-là. Alors Darska, c'est la dernière exposition, je vais en parler, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il est encore là et on a la chance de la visiter, vous aurez la possibilité de la voir. Donc c'est le dernier maillon de la chaîne des 4 expositions
elle est une exposition hommage au savoir-faire de la monnaie marocain, avec aussi une ouverture historique sur la genèse de la Máquina de Fès. Et on a ici la pièce avec ses ornements, avec Doliba de Fès, etc., qui rappelle un peu l'histoire de Darska. Et effectivement, un hommage qui est rendu à ce bâtiment emblématique que nous connaissons tous, qui est un peu le grand mystère. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment on fabrique la monnaie, comment on fabrique les billets de banque, etc. Et donc, l'hommage a été rendu à ces artistes, à ces artisans, à ces techniciens et ces créateurs du billet de banque contemporain, entre la taille douce, entre le laboratoire où on confectionne les couleurs, mais aussi avec un historique sur les artistes qui ont collaboré avec le département des émissions, notamment du Kimra dans les années 70, pour cette esquisse qui a servi d'illustration à une pièce commémorative de l'année de l'enfant, je pense, l'année internationale de l'enfant 1979. Et aussi un retour, et c'est ça un peu l'histoire qui ne se termine jamais, parce qu'on retrouve dans les billets d'aujourd'hui un peu une iconographie similaire à celle qu'on montrait tout à l'heure. Dans le 50 dirhams, ici on a une kasbah, et dans le 20 dirhams, on a le symbole de la kasbah des Oudaya qui continue d'avoir une part belle dans le billet de banque marocain. Alors, bien évidemment, le travail artistique, les volumes de cet espace ont été rendus de façon très belle et très professionnelle par Fouad Mezzouz, qui nous a accompagnés par ses photographies à la fois des objets, des pièces de monnaie dans le catalogue, mais aussi pour l'exposition de Darska. Alors, pour ma part, la première partie s'arrête ici par rapport aux expositions. Je vais donner la parole à Madame Bouchra Mazen, qui est responsable du service des études numismatiques, donc au musée de Banque du Maghreb, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pour l'exposition et l'archéologie des images, et en même temps avec l'ensemble des membres du musée.